Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. En effet, nous allons étudier en classe un extrait de ce livre Les liaisons dangereuses. Cette vidéo vous permettra d'en savoir un peu plus sur l'auteur et sur son œuvre. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Choderlos de Laclos, on peut le considérer comme un homme ayant plusieurs facettes et des talents multiples. On peut considérer que Choderlos de Laclos est en effet un individu qui va être le reflet des Lumières, mouvement littéraire et culturel qui se développe au XVIIIe siècle, et également de la Révolution. Tout d'abord, on rappellera ces dates, 1741 pour sa naissance à Amiens, encore un Picard, hein, décidément on avait pas mal d'hommes de lettres à l'époque dans votre région, et il va mourir en 1803 à Tarente, donc en Italie. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Choderlos de Laclos s'est engagé dans une carrière militaire. Il a été officier, mais il s'est démarqué surtout par ses inventions assez ingénieuses. On le considère comme l'inventeur du boulet creux, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard les obus. Il serait également l'inventeur des numérotations des rues de Paris. Euh, Sauf que, en fait, donc, il va se lancer dans la carrière militaire, mais à une époque où la France connaît une période de paix. Du coup, il va connaître la vie de garnison, une vie finalement assez monotone, assez ennuyeuse, puisqu'il n'y a pas de combat. Et c'est cette période justement de paix et donc d'inactivité militaire qui va lui laisser tout le loisir d'écrire cette œuvre qu'est Les liaisons dangereuses. Euh, Cette œuvre, on verra, elle a fait scandale à l'époque et paradoxalement, lui-même était un homme très discret, un bon père de famille, bien sous tout rapport et il y a vraiment un écart finalement entre le statut social, les mœurs de cet homme et le côté sulfureux de l'œuvre. En 1790, il va s'inscrire au club des Jacobins et propose la régence du duc d'Orléans. On voit qu'il fait partie de ces différents clans lors de la Révolution française. Pendant la Terreur, il sera incarcéré plusieurs fois, mais il échappera à la guillotine. Il participera ensuite, il aura l'occasion finalement de s'illustrer sur le champ de bataille, notamment à la bataille de Valmy, et il participera au coup d'État de Bonaparte du 18 Brumaire. Il sera alors récompensé par Bonaparte qui l'honorera avec le titre de commandant d'artillerie et il l'enverra à Naples combattre pour son compte, sauf qu'il va mourir de dysenterie et de malaria. Choderlos de Laclos, c'est aussi un auteur hétéroclite. On le connaît essentiellement pour son chef-d'œuvre qui a fait scandale, Les liaisons dangereuses, mais il a également écrit des traités de stratégie militaire, de la poésie galante et érotique, un opéra comique, des essais sur la condition des femmes, notamment de l'éducation des femmes, où il dénonce un petit peu comme l'auteur que l'on avait pu voir ensemble, Poulain de la Barre, qui dénonçait l'infériorité auquel les hommes cantonnaient les femmes, c'est un peu les mêmes idées que va défendre Choderlos de Laclos dans De l'éducation des femmes. Et il va également rédiger quelques comptes rendus littéraires, notamment pour des journaux. Mais voilà, on le connaît, nous, essentiellement pour son œuvre scandaleuse, Les liaisons dangereuses. Alors, Les liaisons dangereuses, il faut être conscient que c'est un roman véritablement complet. Tout d'abord, Les liaisons dangereuses se démarquent par le genre auquel il se rapporte, à savoir le roman épistolaire. Je vous rappelle que épistolaire vient de epistola en latin, qui veut dire la lettre. En effet, Les liaisons dangereuses sont un roman par lettres. Ce genre épistolaire va se développer à la fin du XVIIe siècle, mais va connaître son âge d'or au XVIIIe, avec notamment les lettres persanes de Montesquieu, publiées en 1721, ou encore Julie ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau en 1761, et même en Angleterre, où Samuel Richardson va publier Pamela ou la vertu récompensée et Clarisse Harlowe. Dans tous les cas, ces romans épistolaires sont forcément des romans polyphoniques, c'est-à-dire qu'on a plusieurs voix. En effet, il n'y a pas un narrateur unique. Chaque lettre est représentative d'un personnage, de son style et de ses sentiments.
Ces trois auteurs, Montesquieu, Rousseau et Richardson, ont influencé Laclos. À Montesquieu, Choderlos de Laclos va reprendre les décalages temporels que peuvent susciter l'envoi et la réception des courriers et les quiproquos, malentendus ou conséquences néfastes que ces retards peuvent avoir. Chez Rousseau, il va reprendre l'analyse fine des sentiments. Et enfin, chez Richardson, il va reprendre les personnages de séducteurs et de leurs victimes. Alors, on peut se demander, est-ce que les Liaisons dangereuses sont une correspondance authentique ou un véritable roman? Alors, Laclos va justement jouer sur cette ambiguïté. Il va laisser croire à son lecteur, qui n'est pas dupe mais qui a la liberté de le croire, il va lui laisser croire à la possibilité d'une correspondance réelle. Déjà, au grand public et dans ses écrits, Laclos va faire semblant de seulement présenter des lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres. Ainsi, il ne serait juste que celui qui a fait le recueil de ces lettres et non pas le rédacteur. Et il aurait vraiment une intention morale, comme le montre le terme d'instruction. De même, dans la préface, le rédacteur dit vouloir respecter l'anonymat des épistoliers et donc il affirme avoir soit supprimé les noms, soit changé les noms de toutes les personnes dont il est question dans les lettres. Sauf que, bien entendu, il n'est en aucun cas question d'une véritable correspondance, mais bien d'une fiction. Dans l'avertissement de l'éditeur, déjà, on a cet indice. Nous ne garantissons pas l'authenticité de ce recueil et nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un roman. Et en effet, c'est bien Laclos qui est derrière toutes ces lettres. C'est lui qui les a imaginées et on peut admirer ainsi le talent de l'écrivain qui a su planter les histoires, les caractères de tous ces différents personnages. D'ailleurs, l'une des gageurs, l'une des virtuosités de ce roman, c'est justement le style vraiment particulier de chaque lettre, où on a la brillantissime Merteuil qui sait manier le verbe comme personne, opposée à la jeune naïve Cécile de Volanges qui écrit comme elle parle, avec des fautes de syntaxe, etc. Alors, au niveau du titre, attention, aujourd'hui le mot liaison, on pense immédiatement à relation amoureuse, voire relation extra-conjugale, adultère. Mais au XVIIIe siècle, ce n'est pas le cas. Le mot liaison renvoie simplement aux relations sociales que l'on peut établir, par exemple, en étant dans les salons, dans les réceptions, au théâtre, sans forcément que l'amitié ou l'amour n'entre forcément en ligne de compte. Le roman, donc ici Les Liaisons dangereuses, va montrer que ces relations sociales au sens large du terme peuvent avoir des conséquences néfastes. Quelles conséquences? Eh bien, par exemple, le fait que les êtres faibles et innocents soient pervertis par des manipulateurs et manipulatrices, mais la conséquence ultime peut aller jusqu'à la mort. Alors, je ne vous en dis pas plus. Mort des victimes, mort des séducteurs et des séductrices. Alors, je voudrais bien vous résumer les liaisons dangereuses, mais honnêtement, c'est impossible. Déjà, il n'y a pas de structure linéaire, puisque forcément, les lettres s'entrecroisent, les cadres spatio-temporels se chevauchent, et comme je vous l'ai dit, il y a une variété de styles qui est impossible à résumer. Néanmoins, je vais essayer de vous donner les grandes lignes. On a deux personnages principaux, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui sont des amis, mais aussi d'anciens amants. Ces deux-là vont vouloir manipuler, pervertir des innocents, avec à chaque fois comme objectif le désir de satisfaire leur soif de vengeance. On a également la jeune Cécile de Volanges. Elle sort du couvent, c'est une jeune innocente, une brebis qui va être lancée au milieu des loups. Sa mère veut la marier à un certain Gercourt. Sauf que Gercourt a eu pour amante Madame de Merteuil et que celle-ci n'a pas du tout supporté d'avoir été délaissée par lui. Du coup, Madame de Merteuil veut demander à son ami le vicomte de Valmont d'intervenir pour qu'il pervertisse la jeune fille. En gros, qu'ils prennent la virginité de Cécile de Volanges avant qu'elle ne se marie, afin que Gercourt soit humilié publiquement. Au départ, Valmont va refuser, car il veut séduire, lui, de son côté, une jeune femme dévote et vertueuse, la présidente de Tourvel. Jeune femme qui est bien sous tout rapport, qui n'a jamais craqué à la tentation, et du coup, ça représente vraiment un défi, un challenge pour le vicomte de Valmont.
Du coup, Madame de Merteuil se dit, ok, très bien, Valmont, tu me laisses tomber, je vais utiliser un autre homme qui s'appelle le chevalier de Danceny, qui est amoureux de Cécile, en espérant qu'encore une fois, il arrive à entraîner Cécile dans son lit avant qu'elle ne se marie avec Gercourt. Mais Valmont va finalement jouer un rôle à partir du moment où il apprend que Madame de Volanges, donc la mère de Cécile, a mis en garde la présidente de Tourvel contre lui. Et du coup, il va aussi intervenir auprès de Cécile pour la déniaiser. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous révéler toute la fin et tous les nombreux rebondissements. Vous n'avez qu'à lire la suite pour voir comment tout finit dans un désastre total, en raison justement de ce bras de fer qui oppose à chaque fois la marquise et le vicomte, et dont les dommages collatéraux vont être nombreux. Les liaisons dangereuses, est-ce un roman libertin? Alors déjà, un petit rappel, le libertinage. Le libertinage, c'est un courant de pensée qui naît en France au XVIIe siècle. Au départ, il y a simplement un libertinage érudit, savant. Ce libertinage savant se base essentiellement sur la critique du pouvoir de la religion. Ce sont des savants, des philosophes qui vont dénoncer les superstitions, les préjugés, les manipulations que la religion orchestre. Ce libertinage érudit va se poursuivre au XVIIIe siècle avec les Lumières. Pensez à Voltaire notamment, qui très souvent va prendre la plume pour dénoncer l'emprise du clergé, de l'Église. Pensez notamment à son dictionnaire philosophique portatif. Mais ce libertinage va ensuite devenir un libertinage de mœurs qui se traduit donc par la séduction et des liaisons nombreuses. Alors, dans les liaisons dangereuses, est-il seulement question de libertinage de mœurs? Alors, en un sens, oui. Merteuil et Valmont, ce sont de vrais roués, d'accord? Ils séduisent et perdent leurs victimes. La première, en tant que femme, doit agir dans l'ombre. Elle ne peut pas le faire totalement publiquement. Par contre, Valmont, en tant qu'homme, est libre de faire valoir ses coups d'éclat. Et plus son tableau de chasse est vaste, mieux c'est. Il y a bien sûr des passages dans le livre qui ont fait scandale, justement pour leur aspect sulfureux. Le viol de Cécile, celui de Madame de Tourvel, la rédaction d'une lettre par Valmont sur une femme transformée en pupitre. Mais en réalité, ces scènes, certes choquantes, sont toujours évoquées sans côté graveleux, sans insister sur le côté directement sexuel, sans pornographie, si vous voulez. On est toujours dans le sous-entendu, dans l'euphémisme, dans la litote, qui sont des figures de style qui consistent à atténuer les réalités choquantes. Et donc finalement, le roman de Laclos est davantage un roman libertin par l'esprit, d'accord, de manière érudite. Puisqu'en effet, les liaisons dangereuses sont un vrai roman d'analyse. Et finalement, la séduction est encore plus perverse et retorse, et encore plus dangereuse, parce que on est à un siècle où on connaît de mieux en mieux la nature humaine, comment fonctionne la psychologie et comment on va pouvoir manipuler les uns et les autres. Pour conclure, le roman de Choderlos de Laclos, c'est un roman épistolaire qui va utiliser toutes les ficelles de ce genre littéraire. C'est un roman d'analyse, analyse très fine des sentiments humains, des manipulations machiavéliques et vraiment des mécanismes de la psychologie humaine. C'est aussi un roman qui est un reflet véritablement des réalités de son époque. Je cite ici Clémence Camon, qui le dit très bien, « L'aristocratie française, faute de combattre pour le royaume puisque la France est en paix, a porté la guerre dans les salons et les belligérants sont sans pitié, car ils possèdent une arme très puissante, la connaissance de la nature humaine. » D'accord ? Finalement, ce ne sont plus des guerres sur le champ de bataille, ce sont des guerres dans les salons et où on essaie de se faire du mal par personnes interposées et par le biais des relations sociales. Enfin, pour terminer, je vous rappelle que le film a donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques ou télévisuelles. La première, le film de Roger Vadim en 1960 avec Gérard Philippe, Jeanne Moreau et Jean-Louis Trintignant. En 1988, le film de Stephen Frears avec notamment John Malkovich, Glenn Close et Michelle Pfeiffer. Et enfin, très récemment, en 2003, il y a une mini-série qui a été réalisée pour la télévision par José Dayan, avec notamment dans les rôles principaux Catherine Deneuve et Rupert Everett. Je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère que vous avez mieux compris ce que sont les liaisons dangereuses et qui était Choderlos de Laclos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.